Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission hebdomadaire Plein Feu. Donc ce soir nous allons parler de ces rencontres consultatives qui sont élargies préliminaires au dialogue national, qui ont démarré lundi passé au Palais des Congrès à Nouakchott. Je rappelle que la cérémonie du lancement de ces rencontres a été supervisée par le Premier ministre Yahya Ould Hademin, qui a souligné qu'il s'agit d'un moment marquant de l'histoire de la patrie mauritanienne. Il a prononcé un discours dans ce sens. Et bon, je souligne que le Forum national pour la démocratie, pour l'FNDI, le Forum national pour l'unité et la démocratie, a qualifié cette réunion entamée le 7 septembre au Palais des Congrès de monologue, et il l'a qualifié en fait d'une simple comédie à la mise en scène douteuse. Donc pour parler de ce sujet, je reçois pour vous, chers téléspectateurs, Madame Fatimata Bass, qui est prof d'université, membre du bureau exécutif de l'IPER. Bonsoir. Merci. Et Monsieur Ahmed Douval Ould-Messoud, ancien gouverneur, trésorier du Forum national pour l'unité et la démocratie FDI. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ahmed. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Je commence par galanterie par Madame Fatimata Bass. Merci encore. Donc, vous accusez le Front, ou le Forum, en fait, je l'appelle toujours le Forum national pour l'unité et la démocratie FNDI, vous l'accusez de saper toutes les initiatives qui peuvent aider à l'émergence d'un dialogue entre les différentes partis politiques. Pourquoi? D'abord, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala nabi al-Karim. Je remercie tout d'abord la chaîne privée Al-Wataniya de nous avoir donné cette opportunité pour parler d'un sujet aussi important et actuel que le dialogue national. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord revenir au concept du dialogue. Qu'est-ce qu'on entend par dialogue? Le dialogue, en fait, dialoguer, c'est discuter, échanger des idées, communiquer. Parce que, comme le dit l'adage, de la communication jaillit la lumière. Donc, il est toujours nécessaire, il est toujours bon que ce soit un régime politique. Même dans notre sainte religion d'islam, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait entamé des dialogues avec les Qurayshites au moment où il était très fort, au moment où il était très puissant. Donc le dialogue, c'est un outil, c'est une arme pour les hommes forts. C'est l'approche méthodologique la meilleure dans le cadre de l'ancrage de la démocratie. Parce que nul ne peut dire que je détiens la vérité. Il faut qu'il y ait un échange, une concertation et aller vers un consensus pour la résolution des grands problèmes nationaux. Donc pour nous, au niveau de la majorité, nous pensons que nous avons toujours tendu la main à l'opposition d'une manière générale, au forum en particulier. Et le dernier appel en date, c'est lorsque le président de la République était à Chingiti lors du festival des villes anciennes. Il a demandé ouvertement à ce que nos camarades de l'opposition viennent à la table de négociation. Parce que nous n'avons que la Mauritanie, cette chère patrie. Il faut que nous la développons. Parce que nous avons énormément de défis à régler. Aujourd'hui, en 2015, franchement, on devrait transcender tous les clivages. On devrait s'asseoir autour d'une table pour que nous-mêmes nous entendions sur la plupart des problématiques et nous cherchons ensemble des solutions pour un développement durable de la Mauritanie, parce que c'est ça la priorité en réalité. Donc, nous continuons à demander, nous continuons à tendre la main à nos amis pour qu'ils viennent nous rejoindre au dialogue qui aura lieu bientôt. Ça, ce n'est que des rencontres consultatives préliminaires, donc vous, au dialogue national inclusif. Donc en fait, vous êtes pour le dialogue? Nous, bien sûr, on est pour c'est exactement ce que dit le forum. Nous, on est déjà... Donc en fait, de son côté, le forum vous accuse de ne pas vouloir dialoguer au vrai sens du mot. Donc, moi, je voudrais d'abord commencer à te remercier. Merci beaucoup. Et te féliciter aussi pour cette émission qui devient quand même une émission phare
et te dire aujourd'hui, je veux dire aussi à madame tout le plaisir et tout l'honneur que j'ai de débattre avec elle ce soir. Donc j'espère que nous aurons une bonne émission qui permettra à ceux qui nous regardent actuellement et ceux qui nous écoutent de bien comprendre ce dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire du dialogue. Si nous regardons, comme madame est professeure d'université, je pense qu'on doit toujours se référer au dictionnaire. Si on se réfère au dictionnaire Larousse, qui est l'un des meilleurs dictionnaires au monde, sa définition du dialogue, c'est une approche qui vise à rapprocher deux parties qui étaient antécédentes, c'est-à-dire qui étaient en différence. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'UPR qui est en train de dialoguer avec l'UPR. Un monologue, quoi. Un monologue. Ce n'est pas un dialogue. Je m'excuse, madame, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas interrompu pour que ceux qui nous écoutent puissent avoir un peu. Je dis donc que le Robert dit que le dialogue, et ça c'est une définition qu'il faut retenir, le dialogue c'est entre deux parties qui étaient en différent. Et le différent, ce n'est pas entre l'UPR et l'UPR, c'est entre l'UPR et le Fonds national pour l'unité et la démocratie. Et c'est un problème qui existe depuis longtemps. Mais malheureusement, je crois que Aziz et son régime et son instrument armé, qui est l'UPR, nous ont habitués depuis tout le temps, depuis 6 ans maintenant, à des coups d'État permanents. Ça, ce n'est pas la première fois qu'on a demandé le dialogue. Nous étions dans une approche de dialogue, au point que nous avons désigné nos représentants, vous avez désigné vos représentants qui sont rencontrés, et le seul point qui avait de divergence, c'est que nous avons demandé, compte tenu que nous vous connaissons maintenant, nous vous connaissons depuis Dakar. Dakar, vous avez dialogué, il y avait 5 pays membres du Conseil de sécurité qui avaient assuré, disons, l'arbitrage. Mais qu'est-ce qu'Aziz a fait après quand il est venu? Quand il a terminé ses élections et qu'il savait que lui n'avait besoin que de se légitimer, quand les élections sont terminées et que les gens lui ont dit que les accords de Dakar comportaient quand même un processus, il y avait des étapes qui devaient conduire à une continuité, quoi. Une continuité, et elle devait détendre. Parce que nous, depuis 8 ans, Aziz, moi je pense qu'il n'est pas à l'aise avec cette situation dans laquelle il vit. Depuis 8 ans, son pays est en crise. C'est des manifestations. Je termine, s'il te plaît. J'ai terminé. Donc, pour que ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent puissent comprendre. Donc, nous avons dit que nous avons quand même une certaine expérience d'Aziz. On le connaît maintenant. Nous savons que c'est un homme qui ne dialogue et qui ne fait des concessions que pour un objectif donné. C'est normal. Et cet objectif, je m'excuse. Et cet objectif, nous allons le connaître. Parce que d'ailleurs, vous dites que vous faites ça, c'est des préliminaires à un dialogue exclusif. Mais vous avez déjà fixé la date du prochain. Et les termes de ce dialogue sont connus. Nous sommes en Mauritanie. Nous connaissons déjà ce que vous voulez. Et nous savons, s'il te plaît, nous savons qu'il y a de fortes chances que des propositions pour un 3e mandat sortent de ce dialogue-là. C'est ce qu'Aziz veut. C'est ce qu'Aziz veut. Mais nous, l'avertissement que nous avons donné aujourd'hui... Aujourd'hui, dans un communiqué, vous avez... J'ai terminé. Nous avons, dans un communiqué aujourd'hui, que nous refuserons et nous nous opposerons à toute tentative qui vise à toucher la Constitution. Parce que si jamais Aziz s'évertue à la toucher, il subira le même sort qu'a subi Compaoré en Burkina Faso. Okay, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. En fait, vous avez très bien entendu ce qu'il dit. En fait, pour eux, il n'y a en aucun cas concerné. Le forum n'est pas concerné par les recommandations qui sortiront ces préliminaires, qui qualifient de comédie. C'est aujourd'hui le communiqué. Et vous l'entendez dire. Vous pensez que le président de la République pense toucher à la Constitution? Non. Le président de la République a dit et redit. Miraran ou tekraran. Non, en français, s'il vous plaît. Oui, en français, vous l'émission voulez. Est en français. D'accord. Ok. Oui. Plusieurs fois, il a dit à Noubaïkit Lahouach lors de ses visites à l'intérieur, il l'a réitéré dans le cadre de la conférence de presse moi je ne comprends pas. Lui, il a dit qu'il ne touche pas à la Constitution. Il l'a dit de sa propre bouche. Il a même juré. Il a juré sur le Coran. Moi, je ne pense pas. Il ne faut pas exagérer. Attendez, en tout cas, moi qui ai participé à ces rencontres consultatives préliminaires au dialogue, on n'a pas parlé de ça.
Et on a terminé. La synthèse sera lue le lundi prochain, Inch'Allah. Il paraît qu'elle est déjà connue et qu'elle est déjà écrite, la synthèse. Les gens sont en train de la rédiger. Et la synthèse, c'est normal. Il y a des rédacteurs qui ont été désignés journalièrement dans les 2 ateliers. C'est la synthèse des interventions des gens. C'est aussi simple que cela. Et moi, en tout cas, personnellement, je ne crois pas à cette histoire-là. Ce qui est important. Pour vous, madame, pourquoi le président de la République veut dialoguer quand on n'a pas de problème, on ne dialogue pas? Pourquoi il veut dialoguer? Lui, il n'a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Il a une le majorité. Pays va très bien, il n'y a pas de crise. Il a une majorité confortable à l'Assemblée. Il a une majorité au Sénat. Il y a pas de crise. Les chantiers sont ouverts. Il est en train de mettre en place des infrastructures nécessaires pour un développement durable du pays. Il faut seulement que l'autre partie vienne, parce que la Mauritanie, elle appartient à nous tous. Il ne faut pas seulement lui gérer le pays tout seul, alors qu'il y a une autre partie qui n'est pas là. Il faut seulement que tout le monde vienne mettre la main à la pâte pour l'édification de l'édifice qui est la Mauritanie. C'est un point entrée. Il n'y a pas quelque chose autre derrière ça. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas perçu cela. J'ai perçu seulement quelqu'un qui a une bonne volonté, qui est un véritable patriote, qui veut mener la Mauritanie à bon port et qui veut associer tout le monde, tous les Mauritaniens, parce que nous n'avons que la Mauritanie. Donc écoutez, il y a des divergences quand même entre vous et les FNDI. Ces divergences-là, les FNDI a sorti ce qu'on peut appeler sa feuille de route pour dialoguer avec vous. Les FNDI veulent la régularisation de la situation du bataillon présidentiel. BASEP, qu'est-ce que vous en pensez? La régularisation du BASEP. Le BASEP, c'est... Que les FNDI croient que c'est une garde dans tous les pays du monde, les présidents, ils ont leur garde personnelle, tous les gardes, leur garde comme tu l'as, même si ce n'est pas une garde prétorienne comme au temps de l'Antiquité. Mais ils ont ça, c'est pour la sécurité. Mais les FNDI pensent ou expliquent cette action, parce que les FNDI pensent que le BASEP est hors du commandement de l'état-major de l'armée. Quelles sont les preuves? Est-ce qu'ils ont des preuves tangibles pour dire cela? C'est simple de dire que le BASEP va faire ceci ou cela, mais quelles sont les preuves? On ne doit pas parler au XXIe siècle sans preuves tangibles. Ça, on a dépassé ces stades. Voilà, donc sur ce côté... Je veux d'abord apporter un correctif à ce qu'a dit madame. Oui, comme ça on va évoluer. Parce qu'elle a dit que le président a juré sur le Coran. Mais je veux rappeler à madame que le président avait juré sur le Coran qu'il ne fera pas de coup d'État, du temps de CMJD. Pourtant, il a fait un coup d'État. Alors, comment tu expliques ça? Oui, allez-y, continue. Moi, je lui pose la question. Non, mais c'est pas elle de poser la question. Elle m'a dit qu'elle a juré. Mais je vais vous donner un exemple. Je m'excuse. Je m'excuse. Il a juré... Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Attends une minute. Il a juré Africa 24. Devant un journaliste. Il a géré devant tout le monde. Il a dit, et puis tous les membres du CMJD ont juré qu'ils ne feront jamais un coup d'État. Mais lui, il a fait un coup d'État. Ne nous parlez pas d'Aziz avec le Coran. Nous sommes au courant des choses concrètes. Parce que nous savons que ça, lui, il ne respecte pas. Je termine. Ce que je voulais dire, pour que ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent puissent comprendre l'état d'esprit de notre président, c'est qu'aujourd'hui, en Mauritanie, il n'y a personne qui le croit. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai mon petit-fils qui était aux États-Unis, et c'est un garçon qui est un peu percutant. Parce que d'abord, on les apprend à s'occuper de tout, à s'intéresser à tout. Quand Aziz, j'étais en train d'écouter le journal télévisé, j'étais en train de regarder le journal télévisé, quand Aziz a parlé de Chingiti, quand il a dit qu'il appelle au dialogue. Alors, le petit qui était à côté de moi a commencé à rire. Mais ça m'a intrigué. J'ai dit, mais pourquoi tu ris? Mais il me dit, mais ça, papa, ça fait plusieurs fois qu'il dit ça. Ce monsieur ne croit pas au dialogue. Quand un enfant de 16 ans ne croit pas à un chef d'État, comment vous voulez que nous, des vieux qui avons roulé nos bosses partout, on peut le croire? Parce qu'il a juré. Il a juré sur le Coran. Mais il a déjà juré qu'il ne ferait pas un coup d'État. Et il a fait un coup d'État sur le Coran. Vous, quand vous parlez de... Nous ne sommes pas nés dans la dernière pluie. Monsieur le gouverneur, vous, quand vous parlez du bataillon du BASEP, le BASEP, c'est quoi le problème du BASEP? Il n'y a aucun problème. Non, il y a un problème. Il y a un problème parce que le BASEP est hors armée. Il ne répond pas. Ça, c'est vous qui le dites, mais... Non, c'est pas nous qui le disons. Ce sont des accusations. Des accusations gratuites. Nous savons, nous sommes en Mauritanie. D'accord, ça veut dire quoi, en Mauritanie? Le BASEP, il répond directement à Aziz.
Et il est là pour asseoir le pouvoir d'Aziz, pour empêcher qu'une autre force ne vienne bousculer Aziz. C'est ça son rôle. Non, non. Et je vous dirais mieux, Donc, il est mieux équipé que l'armée nationale. Ça, je l'ajoute. L'armée nationale, justement, avec l'avènement du président, c'était une armée presque moribonde. La preuve, les attaques de l'Imqaïti, des autres localités, etc. Les terroristes sont venus jusqu'à Nouakchott, ici à Tavrakzan, ils ont tiré en plein jour. Ils ont tué des touristes aux environs d'Alec. Lui, c'est lui qui a reboosté cette armée, qui lui a donné ses titres de noblesse. Il les a équipés. Maintenant, c'est l'armée mauritanienne. Pourquoi les États-Unis, les pays de l'Occident, la France, ils sont en train de tourner au niveau du président pour qu'il essaie de gérer la problématique du terrorisme au Sahel? Pourquoi le G5 en fait, Sahel? Tout ceci, c'est parce qu'ils ont confiance à l'armée mauritanienne, ils ont confiance au président Mohamed Abdelaziz. Il a ménagé aucun effort. L'armée mauritanienne est allée jusqu'à dans la forêt de Ouagadougou pour poursuivre les rebelles. L'armée mauritanienne, c'est aujourd'hui qu'on peut parler d'une véritable armée. C'est aujourd'hui même parce qu'elle est dotée de moyens, des moyens logistiques, des moyens financiers, des moyens humains. C'est aujourd'hui qu'on peut parler d'une véritable armée, de la grande muette au vrai sens du terme, d'une armée républicaine. Mais pour vous, excusez-moi, pour l'appel au dialogue, c'est vraiment pour un débat contradictoire que vous... Bien sûr, c'est ce qu'il veut, parce que contrairement à ce qu'il a dit, il n'y a pas que l'UPR qui est là-bas. Il y a l'UPR, il y a les autres partis de la majorité. Il y a les partis politiques de la majorité. Il y a les gens de... Il y a des personnalités du FNDU, justement, attendez. Mais ils les appellent partis cartables. Pour les FNDU, ce n'est pas des partis. Parti Temam, ce n'est pas un parti cartable. Non, mais je ne dis pas, je dis que c'est les FNDU qui le pensent. Il y a des personnalités du FNDU qui sont issues du RFD, qui sont issus de l'UFP, de Tawassoul, de tous les partis qu'on appelle l'opposition radicale. Ils sont venus et ils ont amené les idées du FNDU. Et ils ont participé activement et massivement à ces rencontres. Il y a la société civile sous toutes ses formes. Là, il y a l'ordre des avocats, les professeurs d'université. Il y a les syndicats, les centrales syndicales. Donc tous les segments... Excusez-moi madame, est-ce que vous avez vu le communiqué du FND aujourd'hui? Il condamne en fait avec fermeté ce que vous venez de dire. Parce que lui, il appelle ça une dilapidation des deniers du peuple. Non, absolument. Et même c'est pas ça. Je parle de recours. Le recours par le pouvoir à la dénaturation de la vérité, à la duperie, à l'octroi des titres et de qualité usurpée à des personnes et à des partis politiques faisant d'eux les représentants à la comédie. Vous dites qu'il y a des gens des RFD. Qui? Il y a des gens des RFD. C'est-à-dire moi, je n'aime pas les citer. Non, on est avec des téléspectateurs. Je ne dis pas, je n'aime pas les citer. C'est-à-dire qui? Vous dites que vous avez avec vous l'avez présenté comme vice-président des RFD. Oui, il est là-bas. Il y a non, c'est pas ça. C'est des personnalités très importantes. Il y a Adam Moussa de l'IEP. Il y a d'autres. Non, Adam Moussa. Pourquoi vous présentez Bilal Lourzik comme vice-président de l'RFD et Badama comme quelqu'un de l'IEP? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de partis politiques qui sont venus? Non, ils sont venus. De toute façon, c'était des individus qui sont issus de ces partis-là. On parle de ce point, non. Avant de rebondir, on parle de ce point-là. Je vais d'abord rebondir. Je vais rebondir sur... S'il vous plaît, excusez-moi. Non, je vais rebondir. S'il vous plaît, vous allez rebondir après. Mais répondez à cette question d'abord. Pourquoi vous dites que les gens de l'IPR ou autres, les gens du pouvoir, ont usurpé des noms et qu'ils ont donné... ils n'ont pas usurpé, les gens étaient là-bas, en chair et en os. Madame, moi s'il vous plaît. Attendez, moi j'étais là, je connais tout. Il était en chair. Je vais suivre, vous savez, répondez à ma question. Dans la stratégie de l'UPR, ils pensaient déstabiliser le front. C'est comme un morceau qu'on jette et pour que les chiens s'y battent. Il y a eu des contacts. Mais aucun parti. Il paraît d'ailleurs que, d'après les informations que nous avons reçues, qu'Aziz est très mécontent parce qu'on lui aurait dit qu'il y a des partis qui étaient prêts à quitter les FNDI pour rejoindre Mais il y a un parti, le parti Temam a quitté les FNDI pour rejoindre. Temam était d'abord à quitter depuis longtemps. Ensuite, Temam n'existe plus parce que Ould Horma l'a quitté. Il a quitté. C'est pas parce que Ould Horma quitte un parti politique. En tout cas, nous, on n'a pas vu un congrès qui désigne quelqu'un. Mais laisse-moi terminer, parce que chaque fois tu me trompes. Non, mais parce que non, il faut répondre à mes questions. Je voudrais d'abord dire à madame que le PR a tout fait pour déstabiliser les FNDI.
Que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, malheureusement. Mais pour elle, ça a marché. Il semble que le président est mécontent, parce qu'on lui aurait dit que beaucoup de partis vont rejoindre. Personne n'est parti. C'est pour dire d'abord que le FND, il est composé de gens qui sont convaincus. C'est des Mauritaniens authentiques qui pensent que cette situation dans laquelle se trouve le pays, caractérisée par madame ici pour venir à Ouattaniya, vous savez que nous avons nagé dans de l'eau. Oui. Il aurait fallu un hélicoptère ou une barque pour arriver ici. Alors on construit des villes, bidons, à Telmesse, à Nbek Lahwash, à Chose, sur la de Nouadhibou, Chami, pour des trucs qui sont complètement farfelus, qui ne peuvent pas se justifier. Alors que vous avez votre propre capitale qui nage dans de l'eau. Par ailleurs, quand vous voyez ce qui se passe ici à côté de nous, au stade olympique, quand vous voyez ces immeubles, un stade olympique qui est un lieu de rencontre des jeunes, qui est là depuis 1984, aucun président n'a jamais pris 1 mètre carré de ce stade-là. Vous voyez aujourd'hui, on le découpe comme machin. C'est un dossier. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Allez-y, mais tu ne me laisses pas terminer. Mais justement, non, il faut répondre à ma question. Je vais répondre à ta question. Justement. Alors, quand vous voyez l'institution la plus respectable, qui est l'école de police, où nous formons nos agents, comment d'ailleurs ces gens-là vont être formés quand ils voient que leur propre local est en train de découper pour faire des trucs? Comment vous pouvez comprendre ça? Cette gestion-là, c'est une gestion catastrophique. Et ça, madame, je vous dis, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. L'autre partie, on la saura quand Aziz ne sera pas là. Et je vous dis que la Mauritanie mettra 200 ans pour se remettre de cette gestion-là, de qu'Aziz a fait ces dernières années. 200 ans ou 300 ans. Non, mais comment vous répondez à ce qu'il, lui, il qualifie de dilapidation des deniers du peuple mauritanien? Je n'ai pas compris d'ailleurs. Il a dit que les écoles sont en train d'être vendues. Il y a la dilapidation des deniers du peuple mauritanien pour financer une activité qui concerne exclusivement un clan politique. Un parti. D'Aziz, du président Aziz. Non, moi je n'aime pas m'aventurer dans des choses qui ne sont dilapidation. Au contraire, lui, depuis qu'il a pris le pouvoir, depuis le mouvement de la rectification de 2008, en passant par l'élection de 2009 et de 2014, parmi ses objectifs, il y a la promotion de la bonne gouvernance. C'est quoi, entre autres, la promotion de la bonne gouvernance? Oui, il a envoyé un président. Attendez, c'est la lutte contre la corruption. C'est la lutte contre le détournement des deniers publics sous toutes ses formes. Donc, il n'a ménagé aucun effort par rapport à cette problématique-là de promotion de bonne gouvernance. Quand on nous dit que ça, c'est par exemple les écoles qu'on doit vendre, le cœur dans toutes les capitales du monde, le cœur de la ville, généralement on y met de grands immeubles. Mais vous avez entendu dans vos propres diversités, est-ce que vous avez entendu déjà un pays qui vend des écoles? Non, c'est pas. Je ne vais pas parler de vente. Non. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que les zones-là qu'on doit vendre, c'est pour les réhabiliter, pour y mettre des choses qui vont avec le 21e siècle. Parce que ça date de l'indépendance. Il faut que ça soit... Pourquoi ne pas faire des parcs publics? Il faut que ça soit... Pourquoi ne pas faire des parcs publics? On peut en faire des parcs publics. Non, on les vend. Non, quand on les vend, on ne peut plus en faire ce qu'on veut. Quand on les vend à quelqu'un, on ne peut plus en faire ce qu'on veut parce qu'ils sont plus propriétaires. Non, c'est-à-dire dans les cahiers de charges, moi je ne suis pas très imbu de ce dossier. Ok, donc, tu comprenez, je ne veux pas m'aventurer dans ça. Moi non plus. Mais je sais quand même que ça doit être fait dans les règles de l'art par rapport au cahier de charges. Ils auront certainement ils vont donner des instructions pour qu'un certain nombre de, par exemple, les parcs ou bien des choses qui vont dans le cadre public. Non, si un gouvernement prend... Mais ce n'est pas vendre pour prendre l'argent et mettre ça dans sa poche. Non, mais madame, le ministre des Finances a déjà répondu à cette question. Il a répondu justement à cette question. C'est vendu. Il a répondu en long et en large et en travers à cette question au niveau de l'Assemblée. Et il a demandé à ce que l'Assemblée... Il a même avancé la somme. Forme une commission. Une commission pour voir elle-même par rapport à la transparence. Vous n'êtes pas au courant de ce... Je suis au courant, mais je ne veux pas m'aventurer dans ça. Non, mais c'est pas ça. On parle du dialogue. Ça c'est un peu une digression. Allez-y. Nous, on parle de dialogue. Non, nous sommes en train de mais parler... Mais par rapport à la dilapidation des biens, je ne suis pas d'accord avec... Quand on lutte contre la corruption, ça veut dire qu'on n'est pas là pour dilapider... Lui, il lutte contre la corruption. Son gouvernement lutte contre la corruption et contre toute forme de détournement de deniers publics.
Ça, c'est clair. Monsieur le gouverneur, excusez-moi, mais si vous n'écoutez pas mes questions, vous ne pouvez pas y répondre. Ce qu'elle vient de dire, toute la Mauritanie dit à peu près la même chose. Le président Aziz lutte contre la corruption. Par rapport, nous, on vient de loin. Aujourd'hui, il y a quand même moins de corruption en Mauritanie et il y a moins de vols de deniers publics. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas tout d'accord. Parce que d'abord, on a vu apparaître ces 6 dernières années où Aziz est au pouvoir, des gens qui étaient inconnus au machin. Lui, il a dit à Nema qu'il ne fait pas les hommes d'affaires. Mais il y a des hommes d'affaires qu'il a créés et que nous connaissons. Nous sommes ici en Mauritanie. Rien ne peut se faire sans que chacun soit au courant. Nous sommes une population de 3 millions d'habitants. Toi et moi, si nous sortons, laisse-moi terminer. Si nous sortons d'ici le XAR, toutes les personnes que nous rencontrons, nous les connaissons. Si toi, tu changes de voiture aujourd'hui, moi, je serai Madame Bass, vous allez changer de voiture. On se connaît. Nous sommes en Mauritanie. Alors, moi, je dirais que jamais dans la vie, la gabégie et l'utilisation des moyens de l'État n'ont été plus grands que pendant la Donc vous avez demandé... Je vais répondre tout à l'heure sur la question du BASEP. Parce que tu ne m'as pas laissé terminer. Non, on ne l'a pas dépassé. Rapidement. Moi, je vais dire en un mot que le BASEP n'a aucune raison d'être. Si le président a été élu démocratiquement, mais le président Hollande n'a pas de BASEP. Le président Obama n'a pas de BASEP. Le roi du Maroc n'a pas de BASEP. Le président sénégalais n'a pas de BASEP. Ça, c'est des présidents qui utilisent, qui ont un instrument pour leur permettre de rester au pouvoir. C'est ça le rôle du BASEP. Et vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso. Parce que même au Burkina Faso, ils sont en train de perturber la démocratie qui est en train d'avoir lieu. C'est clair. Je termine. Non, on passe à la déclaration. C'est mon dernier mot. Non, mais répondez à notre question. Je voulais dire que c'est un mauvais instrument. Parce que nous, ici, nous disons que nous sommes en sécurité. Mais vous avez vu les visites du président Anema, vous avez des 4x4 avec des mitrailleuses qui le précèdent et qui sont devant lui. Et nous disons aux touristes, venez, notre pays est en sécurité. Obama, il a été au Kenya. Le Kenya est 1000 fois en insécurité, plus en sécurité qu'en Mauritanie. Mais personne n'a vu un militaire américain. Et pourtant, il était sécurisé. C'est ça le rôle de machin. Donc la déclaration... il faut le dissoudre. C'est bon, il n'a aucune raison d'être. Ok. Il y a un autre point qui est important, que madame n'a pas parlé, parce qu'elle parle maintenant de gabégie et de gaspillage des deniers publics. Mais la première des choses, le président n'a qu'à communiquer ça. La déclaration de son patrimoine. C'est la loi qui le dit. Macky Sall a fait cette déclaration de patrimoine. Ils ont dit que c'est 7 milliards. Les gens sont en train de crier. Mais en tout cas, même si c'est 7 milliards, en tout cas, il a publié. Il a dit ça. Pourquoi Aziz ne le fait pas? Pourquoi? Ça fait partie. Et il nous dit que c'est le président de la Cour suprême qui lui a dit qu'il peut ça. Le président de la Cour, c'est lui qui peut changer la Constitution. Et vous voulez que nous, ici, on croit à ça? Le président de la Cour suprême, il a le droit de dire au président, ne faites pas votre déclaration de patrimoine parce que vous l'avez déjà fait au premier jour. Alors que sur la Constitution, dans la Constitution, il est écrit que le président, après un mois, doit faire sa déclaration de patrimoine. C'est quand même extraordinaire. On a parlé du BASEP, de la déclaration du patrimoine, la non-modification de la Constitution limitant le nombre consécutif de mandats présidentiels à 2. Vous pensez que le président ne fera pas 3e mandat? Il n'en demande pas. Donc eux, ils sont en train de chercher la petite bête, quoi. Ils sont en train de chercher la petite bête, vous avez bien compris. Pourquoi? On ne comprend pas, par exemple, le BASEP, le truc, ça. Et puis, il faut comparer ce qui est comparable. Vous comparez les États-Unis d'Amérique, qui sont indépendants depuis le XVIIIe siècle, 1776. Vous comparez la France, Révolution française, 1789, et qui ont connu beaucoup de... C'est pas... Il faut comme nous sommes encore un pays du tiers-monde. Il ne faut pas oublier que nous sommes... Mais on a aussi parlé du Maroc et du Sénégal. On est encore un pays du tiers-monde qui a ses réalités. Et nous sommes à la Mauritanie. La Mauritanie, ce n'est pas le Sénégal. Ce n'est pas le Mali. Elle a ses spécificités. Elle a son originalité. Donc, le président doit avoir une sécurité rapprochée. Le président, c'est une institution. Le président... Quand l'opposition parle de la non-ouverture des médias publics à l'opposition. Ça, je ne suis pas d'accord. Tout ça, c'est n'importe quoi. Moi, j'avais fait une émission au niveau de la télévision nationale avec des gens de l'opposition, justement. Ils ont parlé de ça, j'ai répondu. J'ai dit que la Mauritanie a été classée au niveau du monde arabe parmi les pays où les médias sont les plus ouverts. C'est vrai. Mais comment se fait-il? Il y a la chaîne Watania. Attendez.
le Sahel, Al-Mourabitoun, toutes les chaînes, la chaîne nationale, les 2 chaînes nationales. Comment vous dites que vous n'avez pas droit à... C'est pas un service public. Oui, mais dans les médias publics, la radio nationale et les deux chaînes de télévision. C'est des médias publics. Moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord pour cette approche. Moi, je suis sûr que si l'un de vous est invité au niveau des chaînes nationales, vous êtes les bienvenus là-bas. Est-ce qu'ils sont invités? Est-ce qu'ils sont invités là-bas? Est-ce que vous êtes invité là-bas? Non, pas du tout. Donc quand vous parlez de l'ouverture des médias, répondez à une question. Quand vous parlez de l'ouverture des médias publics à l'opposition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes interdits des médias publics. Je peux même dire que nous avons plus accès aux médias privés qu'aux médias publics. Alors, regardez. Alors les médias publics sont payés par... Vous ne pouvez pas voir une conférence de presse ou un meeting qui est organisé par les FNDI jusqu'à ce qu'il soit couvert par les médias nationaux. Et souvent, quand ils le couvrent, c'est pour ridiculiser d'ailleurs. Ils prennent la queue de la marche pour montrer qu'il n'y avait personne. Donc toujours, dans les autres pays c'est connu. Bon, vous ne voulez pas qu'on parle des États-Unis ni de la France. Mais vous, il faut... Madame Bass, je m'excuse. Il faut que vous ayez... Vous n'êtes pas dans l'absolu. Vous ne pouvez pas travailler dans l'absolu. Il faut que vous ayez une référence. Et c'est ça le problème de ce pays. Le problème de ce pays, c'est que nous ne nous critiquons jamais. Nous ne savons pas où est-ce que nous sommes. Si vous sortez maintenant, vous demandez à quelqu'un quelle est la position de la Mauritanie, il va te dire que la Mauritanie est le pays le plus développé. Parce qu'il ne sait pas, on ne lui dit pas. Au point de vue de l'indice humain, nous sommes l'un des pays les plus en retard, mais personne ne le dit et personne ne fait quelque chose. Pour que vous puissiez, donc, comme nous sommes avec un professeur d'université, pour que vos élèves puissent savoir quelle est leur position, il faut que moi je sache que je suis 20e et qu'il y a 19 personnes qui sont devant moi et que je dois travailler pour les rattraper. Mais si je suis dernier et que je me dis que moi je suis premier, mais c'est ça la catastrophe de ce pays. On ne parvient pas à savoir. Nous sommes parmi les États, même aujourd'hui pour les femmes, parce que nous avons une femme, la Mauritanie a été citée parmi les pays, les 10 derniers pays au monde où une femme a besoin de l'autorisation de son mari pour voyager, pour avoir un passeport, pour travailler. On n'a pas besoin de l'autorisation d'un mari. En tout cas, ça a été dit. Ça a été dit aujourd'hui par une enquête des Nations Unies. Vous pouvez vous référer aux statistiques qui ont été envoyées. Non, il ne faut pas en Arabie Saoudite quand même. Monsieur le gouverneur, le gouvernement propose de débattre avec vous des élections, des municipales, législatives, présidentielles, anticipées, tout ça, et vous n'avez pas accepté. Mais nous avons accepté. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut comprendre. Laissez-moi pour que les autres... Oui, mais allez-y, que répondez à ma question. Laissez-moi vous expliquer. La vocation d'un parti politique, c'est de participer aux élections. Oui. Si un parti politique dit qu'il ne participe pas, ça veut dire qu'il n'a pas vu la moindre brèche par laquelle il peut s'en sortir. Et c'est souvent le cas. Oui. C'est souvent le cas. D'accord. Vous faites... Probablement, oui. Les élections ici, ils sont taillés sur mesure. Abdelaziz ici en 2009, il a dit 3 mois avant les élections qu'il sera élu par 52%. Il a été élu par 52% parce qu'il savait qu'il avait déjà le fichier électoral avec lui. Mais ça c'est la vérité. Il faut accepter les choses. Il faut accepter les choses. Mais est-ce que vous pouvez entendre ce que disent les gens, qu'il y a des partis politiques qui ne veulent pas aller aux élections parce que tout simplement ils savent qu'ils ne vont pas ramener quoi? Comment ça? Un parti politique qui n'a pas de chance, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de militants. Il rassemble des milliers de gens. Vous avez vu les marches du FNDI. Ils ne peuvent pas. Tawassoul n'a pas de gens. Le RFD, il remplit les stades. L'EFP remplit les stades. Ce n'est plus le cas. La PP remplit les stades. Donc vous pensez la même chose? Non, nous pensons qu'ils ne veulent pas venir aux élections parce qu'ils n'ont pas assuré leur arrière. Ils savent qu'ils n'auront rien en fin de compte. Ils n'auront ni il n'y a pas assez de sympathisants. Il n'y a pas assez de sympathisants. Tous les gens sont en train de venir à la majorité, principalement à l'UPR. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que le président de la République a fait des réalisations concrètes et tangibles. Il a, au niveau des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, scolaires, sanitaires. Donc la liste est extrêmement longue. Donc est-ce que vous pensez... on a compris les divergences maintenant. Est-ce que vous pensez d'autre part, attendez. Par rapport au refus de faire les élections, parce que, par exemple, en 2009, ils ont dit qu'il faut qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. On l'a fait
il y a la CENI, les accords de Dakar. Après, ils nous ont raconté une histoire qui ne tient pas la route. Que les choses, le V, le bas, il est en train de sauter pour aller dans les autres cases. Ça, c'est une histoire quand même. C'est des faux joueurs. Nous avons maintenant la CENI. Des mauvais joueurs, quoi. La CENI, elle est là. Le ministère de l'Intérieur n'y participe pas. Les membres, personne n'y participe. C'est une organisation. Et c'est la seule dans la sous-région. C'est en Mauritanie seulement où l'opposition a un statut légal. Il faut regarder les pays de la sous-région. Et où on a une CENI, une commission nationale indépendante qui gère les élections de A à Z. Madame, même les partis politiques de la CAP qui n'ont pas boycotté les élections municipales, les dirigeants de ces partis politiques ont dit que la CENI est incompétente. Ah, bien sûr. Même ceux qui ont participé. La CENI est incompétente, ça c'est une autre paire de manches. Attendez. Ceux qui ont participé, je dis bien. La CENI, peut-être, si elle est incompétente, c'est une autre paire de manches. Peut-être qu'ils n'ont pas choisi les gens qui sont capables de faire. Mais quand même, il y a quand même une structure qui est là. On ne peut pas dire que c'est le ministère de l'Intérieur qui a géré ceci, ou bien c'est les anciens gens... du ministère de l'Intérieur. Non, ce n'est pas les anciens. Eux-mêmes, les gens de l'opposition, ils ont leurs membres au sein de la CENI. Et je veux vous dire, même aux États-Unis, vous vous rappelez les élections, il y a de cela quelques années. Il y a eu des problèmes à Détroit. Donc répondez à ma question. Des problèmes. Oui, ça veut dire que même aux États-Unis, il y a des problèmes. En France, il y a des problèmes. En Grande-Bretagne, il y a des problèmes. Oui. Alors que ce sont des démocraties qui existent depuis plus de 2 siècles. Donc quels sont les compromis aujourd'hui possibles avec les FNDI? Vous pensez qu'il y a des compromis? Les compromis, c'est que nous, au niveau de la majorité, nous leur avons tendu la main. Nous continuons à leur tendre la main. S'ils nous donnent des garanties comme quoi qu'ils vont participer, nous, on est ouverts. On est ouvert pour qu'ils participent. On veut qu'ils participent. Pour que la Mauritanie puisse avoir un truc consensuel. Donc vous avez dit... Nous ne savons pas ce qu'ils veulent maintenant. Monsieur le gouverneur, vous avez dit que vous voulez que les gens du pouvoir s'engagent par écrit à rester au-dessus des partis, à garantir en tant que premier magistrat du pays, pour le président de la République, l'indépendance de la justice. Tout ce que vous avez demandé, n'a pas été écrit selon ce que vous avez dit. Est-ce que c'est vrai? Nous avons demandé, et je tiens encore à rassurer madame, que les FNDI est prêt pour le dialogue. Bien sûr, on le dialogue sérieux. Pour les compromis nous en avons marre d'être tout le temps, disons, les dénoms de la farce. Aziz nous prend, il nous utilise pour quelque chose, et après il dit non, allez-y Dakar, allez-y voir ceci, allez-y là-bas, non, vous êtes ridicule, non, vous êtes des vieux révolutionnaires, on n'a jamais vu des vieux révolutionnaires, et il nous critique dans tous ces meetings. Nous avons marre de ça. Nous, à l'école, quand on était des enfants, on nous a appris quelque chose. C'est quoi? C'est que la parole s'envole et l'écrit reste. Encore qu'Aziz d'ailleurs, l'écrit ne respecte pas. Parce qu'il avait signé à Dakar. À Dakar, il y a eu des écrits, mais il ne les a pas respectés. Mais en tout cas, nous avons dit au moins, parce que vraiment, nous savons que cette situation-là, elle n'est pas bonne pour le pays. Elle n'est même pas bonne pour lui. Un président, tout le temps, tu as des manifestations, tu as des machins, tu as ton opposition. Attendez. Je m'excuse, laisse-moi terminer. Madame, ne me coupez pas. Non, mais allez-y, continuez. Mais continuez. Je voudrais être galant, mais laissez-moi au moins terminer quand même mes idées. Allez-y. Donc je disais que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ces tromperies. Chapeaudet craint l'eau froide. Très bien, très bien. Donc nous voulons un dialogue sérieux. Nous voulons un dialogue sérieux qui engage. Quand des gens qui veulent faire, comme elle dit, tout, nous sommes prêts à tout. Nous n'avons pas de ligne rouge. Mais ils refusent de signer les 3 engagements qu'ils ont pris. Qu'est-ce que vous insinuez? Pourquoi ils ne veulent pas signer ça, selon vous? Parce qu'ils ne croient pas au dialogue. Parce qu'ils ne veulent pas le dialogue. Parce qu'ils ne veulent pas l'écrit qui reste. Voilà, tu as chaud. Comme je l'ai expliqué au départ, Aziz est dans un état de coup d'État permanent. Actuellement, il est en train de faire un coup d'État contre le dialogue. La preuve, je t'ai dit qu'ils ont déjà fixé le processus. Et de toutes les façons, tu n'aimes pas beaucoup qu'on parle ici de Hassania, mais comme on dit, je m'excuse. En français, d'accord. J'ai dit que les Hassan disent c'est lui qui se cache derrière les jours. Il est nu. Parce que dans 15 jours, vous avez fixé le 10. Vous avez dit que le 15, le dialogue va être... Donc on saura. Donc nous, dans un mois, on attend. Mais on sait que ça, c'est les prémices de quelque chose qui n'est pas bon pour le pays. Aziz doit ramener la paix pour lui-même.
pour les Mais Mauritaniens. monsieur La le paix gouverneur, des esprits, le président la de paix l'IPR. des cœurs. Il doit libérer Biram, qui n'a absolument rien fait. On va parler de ce et cas, on va qui parler est de ça. De passage. Monsieur le gouverneur, on va parler de ça. Le président de l'IPR a déclaré ici à l'Ouattaniya, en fait, qu'ils ont accepté toutes les doléances sauf une que vous aviez présentée, à l'exception de celle relative, d'ailleurs, je crois bien, à la formation d'un gouvernement international. Est-ce que c'est vrai? Mais nous ne voulons pas de gouvernement. Non, mais répondez à ma question. Je vais te répondre. Est-ce que c'est vrai ou non? Je vais te répondre. Oui. Nous ne cherchons pas à rentrer dans un gouvernement. C'est pas ça. Est-ce que nous ne cherchons pas. Ce n'est pas ma question. C'est eux qui disent non. Vous savez, l'opposition. Vous allez encore. À avoir des postes. Je vais vous la reposer. Je vais reposer. Nous ne voulons pas rentrer dans un gouvernement. Ce n'est pas ma question. Est-ce qu'il a dit qu'eux, ils ont accepté toutes les doléances, sauf une? Est-ce que c'est vrai ou non? Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Je vais te dire une chose. Moi, Mahamga, je n'ai pas confiance dans ce qu'il dit. Donc, parce qu'à plusieurs reprises, sans écrire ça, vous n'avez pas. Il nous dit des choses et après on voit l'inverse. Actuellement, il nous a dit non, Aziz n'est pas intéressé par un troisième mandat. Oui, mais tout le monde le dit. On ne sait même pas à quel titre il le dit. Parce qu'il ne peut pas engager Aziz. Il n'est pas la voix officielle d'Aziz. Aziz a dit que c'est l'ancien Premier ministre qui est chargé du dialogue. Donc Maham ne peut pas engager et nous, il ne faut pas. Et de toute façon, ce n'est pas écrit, vous ne croyez pas. Nous nous avons dit tout ce que, même si c'est un seul point. Si c'est un seul point, mais écrivez-nous-le. Un seul point, écrivez-nous-le. Vous vous dites que vous pouvez tout faire, que vous avez tout changé, que vous n'avez pas de ligne rouge, que vous n'avez pas ceci, que vous avez transformé tout en or, que vous avez tout transformé tout en paradis. Mais écrivez-le au moins ce que vous voulez nous donner. Écrivez-le pour que le peuple mauritanien sache demain de quoi il s'agit. Mais celui qui peut le plus, peut le moins, c'est ce qu'on demande. Donc vous continuez toujours à dire que c'est l'opposition qui cherche à bloquer la vie politique du pays. L'opposition. Mais pourquoi ne pas écrire ces doléances? Ce qu'on doit écrire, c'est les résultats. Quand le dialogue aura lieu, quand les gens vont s'asseoir autour d'une table, ils vont discuter des différents points de la feuille de route de l'opposition et de la majorité. C'est après, c'est le résultat qu'on doit écrire. Qu'est-ce qu'on doit écrire? Ça sert à quoi? Des discussions, à quoi ça sert? On il y a un autre jour quand même une réunion. On n'écrit pas les discussions. Non, mais attendez. On n'écrit pas les résultats. Je ne trouve pas ça pertinent. Il n'y a aucune pertinence. Donc parce qu'ils n'ont pas confiance en vous. Pourquoi ils n'ont pas confiance en vous? Ils n'ont pas confiance parce qu'on vous connaît. On vous connaît. On a manifesté. Vous nous avez roulé plusieurs fois. Vous nous avez trompé plusieurs fois. Vous nous avez, comme il dit, l'intention. Je vais parler un peu d'arabe. Arrêtez de nous parler en arabe. L'intention vaut l'action. C'est ça la traduction. Nous, quand même, moi je sais au niveau qu'on a une bonne intention. Oui, mais vous avez une bonne intention, c'est vous qui le dites, mais ceux qui n'ont plus confiance en vous. On ne sait pas pourquoi. C'est bloqué. Parce que nous... Parce que vous les avez roulés dans la farine plusieurs fois. On ne les a pas roulés dans la farine. C'est ce qu'il dit. On ne nous a pas roulés dans la farine. Si, vous nous avez roulés à Dakar. Vous nous avez roulé avec Ahmed Dada. Vous nous avez roulé avec Gilles Mansour. Nous avons gagné les élections. Vous nous avez roulé avec Al-Hanana. Vous nous avez roulé avec Massoud. Vous nous avez roulé. Mais vous ne faites que rouler. Nous avons gagné les élections. Ils ont dit qu'il y a eu de la fraude. Il y a eu toute la transparence. Il y a eu des périodes où les élections étaient truquées comme ça. Oui, c'est vrai. Oui, d'accord. Mais les gens ne pipaient pas moi. Mais ici, on a mis tout. Attendez. Il y en a qui pipaient moi quand même. Attendez. Mais là, on a donné les gages pour une transparence, pour une élection transparente et apaisée. Mais malheureusement, après la proclamation des résultats, les gens sont en train de crier pour dire qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, des choses invraisemblables qu'on ne peut même pas comprendre. Moi, en tout cas, ce que je sais, ce que je sais et ce que je souhaite, c'est que nos frères de l'opposition reviennent à la table de négociation. En tout cas, nous, au niveau de la majorité, on est ouvert à dialoguer. Comme il l'a dit, il n'y a pas de ligne rouge. On est prêt à dialoguer de tout. Par rapport au gouvernement de l'Union nationale, moi je pense que ça, depuis la nuit des temps... Il paraît que vous avez non, c'est pas ça, parce que ça n'a pas de sens. Le gouvernement de l'Union nationale, on le met en place quand il y a une crise. Une crise politique. Il n'y a pas de crise. Le pays est en paix, il y a des chantiers, on revient à la carte départ. On va vers le développement durable. Oui. En tout cas, c'est ça. Pour vous, il n'y a pas de problème, tout est rose, tout est bloqué. Non, justement, il n'y a pas de rebondir. Une minute, donne-moi une minute.
Moi, je suis contre cette approche. Il n'y a pas de manichéisme. Manichéisme, ça veut dire il y a le bien d'un côté, tout est rose, et il y a le mal de l'autre. Il faut nuancer, on nuance les choses. Nous, on ne dit pas que tout est parfait, mais quand même, on est sur la bonne voie, on a entamé les choses. Il faut partager le temps de parole parce qu'elle a parlé 3 fois plus que moi. Vous avez parlé 3 fois plus que moi. Je vais compléter mon idée. Non, vous ne pouvez pas. Je veux dire que moi, je ne suis pas partisan, je ne suis pas manichéenne. Je ne dis pas que tout est rose. Je ne dis pas que tout est noir. De toute façon, il n'y a pas de crise, donc il n'y a pas de dialogue. Non, il n'y a pas de crise. Non, il n'y a pas de crise, mais il y a nécessité de dialogue. Madame, laissez-moi parler. Allez-y, allez-y. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole, allez-y. Donc, je disais que c'est ça le problème, c'est ça le drame de l'UPR. C'est que pour l'UPR, il n'y a pas de problème. Et que c'est seulement par une volonté... C'est pas ce qu'elle a dit, elle a dit qu'il y a des problèmes. Non, il y a des problèmes. Je m'excuse, non. Laisse-moi elle a dit qu'il y a des problèmes. Vous me trompez à chaque fois. Non, mais c'est pas grave, monsieur le gouverneur. On est là, on débat. C'est le problème, c'est que les gens qui nous regardent ne peuvent pas savoir. Non, c'est pas grave. On est dans un débat. Vous lui faites dire ce qu'elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit que tout est rose. Elle n'a pas dit ça. Je disais donc que c'est ça le problème de l'UPR. Pour l'UPR, nous nageons dans l'idéal. Nous sommes dans le paradis céleste. Tout va bien, tout est magnifique, tout est machin. Alors qu'ils ne peuvent même pas combattre les moustiques depuis maintenant 2 mois, personne ne dort à Nouakchott. Je connais des familles qui à 5 heures rentrent et s'enferment. Parce que tu as vu les cas de maladie qu'il y a. Il y a même, paraît-il, une mission française qui est arrivée pour... Que vous qualifiez de dingue et ils disent qu'il n'y a rien. Non. Parce qu'ils refusent, l'UPR, son problème aussi, qu'ils refusent de voir la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est que ce pays a mal actuellement. Il a mal dans son unité. Il a mal dans sa santé. Il a mal dans son éducation. Vous avez vu les résultats du baccalauréat, 5% d'admis au baccalauréat et rien ne bouge. Rien ne bouge. On n'a pas vu un chef de division au niveau du ministère de l'éducation qui a été changé. Le Maroc sort 150 000 étudiants par an. Le Sénégal sort 80 000 étudiants par an, 90 000. Comment toi, avec tes 5 000, comme nous sommes madame et de l'université, et que nous sommes dans le domaine scolaire, comment toi, avec tes 5 000 étudiants, 5 000 bacheliers, qui sont mal formés, qui ne connaissent ni l'arabe ni le français. Moi, je ne les vois pas en un jour. Je m'excuse. C'est pas Aziz qui est responsable de ça. Mais attends, non, mais c'est... Le système scolaire ne se fait pas en un jour, quand même. Écoutez-moi. C'était un système moribond. Écoutez-moi, en 8 ans, on a le temps de changer les choses. Nous, malheureusement, moi je vais dire d'ailleurs, je vais avouer aujourd'hui quelque chose, que j'ai été très déçu par Aziz. Franchement, quand il est venu au pouvoir, je me suis dit, ça c'est très bien. Un jeune officier qui vient, qui prend le pouvoir, qui va redresser les choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate même que le vieux, je m'excuse, le vieux marabout, Sidi Mohamed Cheikh Abdullahi, est plus révolutionnaire qu'Aziz. Il est plus juste qu'Aziz. Il est plus enclin envers les Mauritaniens. Il a plus d'humanité envers les Mauritaniens. Est-ce que je peux vous poser une question? Alors que nous, on pensait que nous avons un Kadhafi, un Jerry Rawlings ou un Nasser qui allait faire de la Mauritanie en 20 ans un pays développé. C'est ce qu'on pensait. Mais au lieu de ça, c'est pas le cas, il va s'accumuler avec des conservateurs, avec des machins. Aujourd'hui, la Mauritanie, j'espère qu'on va y revenir, est classée parmi les premiers pays esclavagistes au monde. Comment on peut accepter ça? Comment vous pouvez être le président d'un pays? Vous acceptez qu'à la radio, on vous dit, monsieur votre pays est un pays esclavagiste. Monsieur le gouverneur, excusez-moi, vous êtes en train... C'est extraordinaire. Écoutez, vous êtes en train de parler tout seul. Vous parlez maintenant, vous parlez de l'esclavage. Là, vous demandez l'application stricte des lois abolissant et criminalisant l'esclavage. Et vous dites que la Mauritanie est un pays qui est en arrière par rapport à tout le pays du monde par rapport à l'esclavage. Mais toutes ces lois qui ont été adoptées à l'unanimité au cours des sessions plénières, aux dernières sessions plénières. D'ailleurs, la loi qui remplace l'autre loi de 3 septembre 2007, là, ouais, portant incrimination de l'esclavage et les pratiques sauvagistes. Il paraît que c'est 048 2015. Et ces lois-là, vous quoi? Monsieur Ahmed, le problème de ce pays, ce n'est pas les décisions qui sont prises. Le problème, c'est leur application. Les lois ne sont pas appliquées. Et le président lui-même, il dit que l'esclavage n'existe pas. Mais l'adoption, quand même, de ces textes, c'est de nature à faire progresser. Mais ça ne sert à rien, chose. Ça fait progresser les pays en matière de droits. Non, pas du tout. Qui peut le plus, peut le moins. La loi 048 de 2007, elle n'a jamais été appliquée.
Ouais, si tu veux changer les choses, moi j'aurais voulu que la loi de 2007 soit appliquée, que le président... Comment ça n'a pas été appliqué? Je termine, laisse-moi terminer. J'aurais voulu que le président constate que malheureusement, cette loi n'est pas suffisamment sévère et qu'il déclenche une loi plus sévère pour que les esclavagistes soient... Non, il n'a pas fait ça. C'est les Nations Unies. C'est les Nations Unies qui ont dit, monsieur, écoutez, vous condamnez... Je termine, laisse-moi terminer mon idée. Non, je n'ai pas terminé une chose. Les Nations Unies ont dit à Aziz, vous ne pouvez pas considérer quelqu'un qui a volé un téléphone, ou qui a volé un morceau de pain, ou qui a volé un morceau de viande. Comme un esclavagiste. Non, il est condamné plus gravement qu'un esclavagiste. C'est ça le problème. Okay. Et on est tout le temps en train de courir des Nations Unies. Mais ce que je voulais dire, pour terminer, c'est que Aziz n'a pas besoin d'attendre les Nations Unies. Il ne doit pas attendre que les autres viennent lui dire à faire ceci, ça. Il doit le faire lui-même pour le peuple. L'UPR, je vais terminer là. Mais vous pouvez pas, je suis venu pour le 29, pour la marche du 29, je suis venu au siège de l'UPR pour demander à ce que les gens viennent assister avec nous à la marche. Ils ont tous refusé. C'est normal. Parce qu'Aziz ne veut pas. Vous êtes en train de faire de la politique. Oui, mais quelle politique? On ne fait pas de politique. On revient à ça, à cette idée. Lui, il parle de l'esclavage. Avant d'arriver à l'esclavage, je vais répondre à un certain nombre de questions. Par rapport à la problématique des moustiques, c'est une problématique qui est générale au niveau de la sous-région. C'est dû au changement climatique au niveau planétaire. Et alors, attendez. Et alors, mais il y a une campagne qui a été enclenchée depuis la semaine passée pour la pulvérisation des zones, des eaux stagnantes. Vous avez attendu que Non, quand même, ce sont des ébauches de solutions. Pardon une seconde. Mais non, vous avez attendu que les réfugiés sortent en communiqué pour parler de la dengue? Non, pas du tout. Non. Le Premier ministre lui-même, il est parti lui-même dans les hôpitaux. Oui, mais un mois avant, les réfugiés avaient sorti. Et il a donné des instructions pour que des mesures adéquates soient prises pour éradiquer les moustiques et pour donner des soins adéquats. L'opposition a marqué un point, c'est bien ça? Non, l'opposition n'a pas marqué. Si, c'est un mois avant les réfugiés. Par rapport au résultat du baccalauréat, cette année 2015 a été décrétée par le président de la République comme année de l'éducation. L'éducation, moi j'appartiens au système éducatif. Je connais ce qui se passe. Je sais qu'un pays qui n'a pas un système éducatif performant, il est voué à l'échec. Ça, on l'a dit haut et fort. Nous, au niveau de l'IPR, on a fait des commissions qui sont chargées de voir depuis l'indépendance jusqu'à nos jours et de faire des propositions. Qui a ces commissions? Qui en fait partie? On a appelé les anciens, les inspecteurs, les professeurs, les gens, on a réfléchi. Parce que, attendez, Mohamed Ahmed. Je vous pose une question, est-ce que vous appelez tous les inspecteurs de ce pays, même si ce sont de l'opposition? Non, mais il y a déjà eu une réflexion. Après la réflexion, il y a eu les journées de concertation, parce que l'éducation, c'est un problème transversal. Il y a des problèmes tels que l'éducation, la sécurité, la stabilité du pays, l'unité nationale, la cohésion sociale. D'ailleurs, ils viennent de fermer plus de 80 écoles privées. D'accord, je vais le dire, je l'ai écrit. Donc ce sont des problèmes transversaux. Ça concerne la majorité, l'opposition, ça concerne tout un chacun. Et donc je vais rebondir sur ça. Il y a 80 écoles qui seront fermées parce qu'elles ne répondent pas aux critères normatifs d'ouverture d'une école. D'autres écoles vont suivre, en fait. D'autres écoles vont suivre. C'est normal. Par rapport à l'esclavage. Mais gardez c'est normal. Non, mais gardez ça, vous dites. Maintenant, c'est vous qui m'interrompez. Non, je ne te pas parce que on ne va pas autoriser une école tant qu'on ne sait pas aux conditions. C'est pas une responsabilité. On marchait pendant 5 ans, 6 ans. C'est pas la responsabilité. Un matin, on dit bon, il faut les fermer. Ça, c'est pas la responsabilité de ce gouvernement. C'est pas Aziz qui a autorisé. Ça, c'est pas la responsabilité de ce gouvernement. C'est vrai. Ça date des listes. On continue tout le temps. Les écoles qui sont là depuis des années. Attendez. Le passé est passé. Par rapport à ça fait 8 ans que vous laissez-moi terminer. Par rapport à la résolution de la problématique de l'esclavage, il y a les lois qui ont été mises en application pour essayer d'éradiquer ce phénomène de ce pays-là. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice, dans sa déclaration devant les parlementaires, n'a pas nié l'existence de l'esclavage. Au contraire, il a même dit que... Aziz l'a pas... Oui, mais Aziz doit présenter ses excuses aux esclaves. Il y a la création de l'agence Tadamou qui est là
comme les gens en France. Monsieur le gouverneur. Tous les féodaux doivent écoutez, l'agence Tadamoun qui doit accompagner. François Hollande a présenté les esclaves pour l'esclavage en France. Pourquoi lui ne présente pas ça? Donc il y a l'agence Tadamoun qui a été créée pour mettre en terme aux séquelles de l'esclavage. Qu'est-ce que c'est que Tadamoun? Qui a créé des écoles qui finance au niveau des Adouaba. Moi, j'ai préféré à Tijigja. Parce que j'étais préféré à Tijigja. Tadamoun finance le pavage de Tijigja sur le compte de la lutte contre l'esclavage. S'il te plaît, là, il faut me laisser terminer. Parce que l'émancipation de ces franges de la population, ça passe par l'éducation. Le pavage des rues de Tijigja, c'est ça qui va mettre fin à l'esclavage. C'est pas le pavage. Le président l'a vu, il n'est pas travaillé pour recadrer, il dit qu'il faut recadrer les choses. Le pavage des rues. On met ça sur le compte de l'esclavage. Attendez. Moi, les gens ne sont pas là. Dans le moindre souci, le moindre souci de ces gens, que ce soit les gens des droits de l'homme. Moi, je parle de l'émancipation de ces franges. Les responsables de Tadamoun ne sont pas là. Mais ils n'ont qu'à venir. Je dois dire. On les appelle d'ailleurs. Le président l'a dit, il l'a vu. Pardon, monsieur, laissez-moi terminer. Le pavage des rues de Tijigja. Vous voulez pas que ça sur l'esclavage. Vous voulez pas qu'elle vous interrompe. Vous voulez pas qu'elle vous interrompe. Laissez-moi terminer mon idée. Qu'elle vous interrompe. Ne cite pas Tadamoun parmi les... Je vais bien citer Tadamoun. Parce que c'est une agence... Écoutez, c'est le dernier point, il nous reste encore 5 minutes, 6 minutes. Chacun va prendre 3 minutes. Donc prenez vos 3 minutes, comme j'ai commencé par vous, je vais finir par monsieur le gouverneur. Allez-y. Moi, je veux dire... Ne l'interrompez pas. Comme ça, elle ne va pas vous interrompre. Dans le cadre de l'unité nationale et de la cohésion sociale, l'unité nationale, c'est tout. Ça englobe le passif humanitaire, ça englobe les séquelles de l'esclavage. Par rapport à cela, je dis que la création de l'agence Tadamoun va jouer un rôle important pour l'émancipation. En tout cas, moi, je suis confiante. Je suis optimiste. L'émancipation de ces franges de la population. Parce que sans leur émancipation, par le biais de l'éducation de base, par le biais de l'alphabétisation, par le biais de la formation, il n'y aura pas d'émancipation. Il faut que ces gens-là soient instruits. Et par rapport à cela, il y a ce qu'on appelle, l'agence Tadamoun a créé, le ministère de l'Éducation, en rapport avec Tadamoun, a créé ce qu'on appelle les ZEP, les zones d'éducation prioritaires, focalisées uniquement sur les Adouaba. Ça, c'est les Adouaba. Ici, en France, c'est les banlieues. Mais ici, c'est les Adouaba. C'est pareil, les pauvres, quoi. Oui, justement, les pauvres sont les haratim, bien sûr. Pour les émanciper. Non, la pauvreté, elle est transversale. Il ne faut pas dire, je ne suis pas d'accord avec cette approche aussi manichéenne qui dit que c'est les haratim qui sont pauvres. Les haratim sont pauvres, il y a des poulards qui sont pauvres, des Maures blancs qui sont pauvres, les Wolofs qui sont pauvres, bien sûr. Même les poulards nobles, les Wolofs nobles et les Soninké nobles. Les poulards nobles, ils ont quand même les terres. Les poulards nobles, ils ont les terres, ils ne peuvent pas être pauvres. Ils sont pauvres. Oui, mais c'est rare d'être... Il faut pas... Les choses-là ne sont pas aussi tranchées. Dans la vie, toutes les choses ne sont pas nettes comme ça tranchées. Il faut toujours nuancer les choses. Donc moi, je suis en tout cas optimiste. En tout cas pour ces franges de la population, que ce soit les Haratis ou les autres ethnies, que le gouvernement actuel, que le gouvernement actuel est en train de faire beaucoup de choses pour essayer de les hisser, de les émanciper par la formation, par l'amélioration de leurs conditions de vie. Vous pensez qu'il va y avoir un dialogue ou non entre l'opposition et le FNDI et En tout cas, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que le FNDI vienne à la table de dialogue parce que la Mauritanie, c'est notre Mauritanie. La Mauritanie a besoin de tous ses fils pour construire cette Mauritanie, pour qu'elle soit ici au rang des nations modernes, pour qu'elle soit un pays émergent, un pays développé. Merci, monsieur le gouverneur. C'est votre dernier mot. Merci, monsieur le gouverneur. Tout à l'heure, vous parlez de cette loi d'esclavage. En fait, là, je rejoins un peu madame parce que les amendements apportés à cette loi, ils sont quand même il y a une formation, des informations relatives à l'incrimination des pratiques esclavagistes, le programme de la formation obligatoire. Il y a même des personnels civils et militaires qui seront chargés de l'application de la loi, au niveau de l'administration territoriale, au niveau des autorités. Tout ça, c'est nouveau quand même. Donc, tu peux donner 3 minutes, s'il te plaît, avant que... Moi, je voudrais dire que toutes ces dispositions existent dans l'ancienne loi. Ah bon? De 048, 2007. C'est pas un amendement? Elles n'ont jamais été appliquées. C'est pas un amendement? Les Wali sont concernés, les Hakim. On a vu un cas d'esclavage à Nouadhibou, où le Wali, ou l'Ahmed Youra, j'espère qu'il nous écoute maintenant, était informé. Donc pour vous, il faut appliquer les lois. Il n'a absolument rien fait. Il faut appliquer les lois qui existent. La loi n'est pas appliquée. Donc pour vous, il faut appliquer les lois qui existent au lieu de faire des lois, c'est ça? Je termine, s'il te plaît. Non, par rapport à la loi, il faut l'appliquer et elle n'est pas appliquée. D'abord. En Mauritanie, le président,
il enferme, il met en prison les militants des droits de l'homme comme Biram, comme Brahim El-Abid, qui c'était de passage. Moi, je dis ici que l'esclavage foncier existe en Mauritanie, que l'esclavage domestique existe. Regardez les maisons qui sont autour de nous. Qu'est-ce qui travaille dans ces maisons? Vous pouvez trouver un mort qui travaille comme domestique. Vous ne trouvez que des esclaves qui travaillent comme domestiques. Ici, autour de nous, autour de Watani. C'est des anciens esclaves. Des esclaves qui ne sont pas payés. Et l'esclavage, d'ailleurs, cette loi, elle a la faculté, disons, de rendre light, si on peut le dire, pour ceux qui comprennent le Coca-Cola light, l'esclavage. La meilleure définition d'esclavage, c'est celle qui a été donnée par le philosophe Montesquieu. L'esclavage, c'est un homme qui appartient à un homme. Oui. C'est ça l'esclavage. Et c'est cette situation qui existe ici en Mauritanie. Bon, par rapport on a le droit de le vendre, de l'acheter, de l'échanger, même de le punir. Oui, et ensuite, il travaille sans être payé. C'est ça la situation en Mauritanie. Il ne faut pas que les gens se cachent de cette situation. Et ça, le monde entier est en train de vous regarder. Le monde entier est en train de vous regarder. Monsieur le gouverneur, revenons une minute au dialogue. Oui, je vais terminer par le dialogue. C'est fini, je vous dis que l'organisation Work Free a dit qu'il y a 250 000 esclaves en Mauritanie. Mais ces gens, le Parlement européen, le Parlement canadien, le Congrès américain, mais ils n'ont pas d'intérêt à attaquer la Mauritanie. Quelle est la raison? Mais ils ont dit que vous avez un problème, qu'il y a l'esclavage. Les Américains, ils sont à Mars en train de fouiller. Hein? Les Européens, ils sont en train de... Vous voulez plus parler de dialogue? Est-ce qu'il va y avoir un dialogue? C'est fini le temps. Est-ce que... Allez-y. 30 secondes. Moi, comme je t'ai dit au départ, est-ce qu'il va y avoir un dialogue ou non? Je vais te dire au départ, nous voulons le dialogue, nous demandons le dialogue, nous tendons notre main au dialogue, mais un dialogue sincère. Oui. On n'acceptera plus de se faire rouler dans la farine comme par le passé. Ok, merci. Ce sera le dernier mot de la fin. Merci, chers téléspectateurs. Je rappelle que j'avais comme invité Mme Fatimata Bass, qui est prof d'université et qui est membre du bureau exécutif de l'EPR. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et M. Ahmed Varoul Messoud, ancien gouverneur, trésorier du Forum national pour l'unité et la démocratie, FNDI. Merci d'avoir fait cette session. Donc, chers téléspectateurs, je remercie en votre nom M. Elweli Taleb, Ndiaga, Tafa et M. Racine Wan, toute cette équipe qui vous a permis de suivre votre émission très bien installée chez vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir et à très bientôt.